Allô, allô, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Au fond, faites un signe. Non, c'est pas assez fort. Là, c'est mieux. Oula, bonsoir. Ok. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée Pint of Science. Donc déjà, est-ce que vous connaissez un peu le festival ou pas du tout? Qui connaît pas? Non, je vois des noms, très bien, parfait. Donc le festival Pint of Science, il est né en 2012. Il a été créé par deux chercheurs londoniens dont le but était de sortir les scientifiques de leur labo pour les amener boire des bières dans les bars avec les vrais gens de la vraie vie. Donc c'est un festival de vulgarisation scientifique dont l'objectif est de démystifier un peu la recherche scientifique et puis de le faire dans un cadre détendu, donc en buvant un coup. En 2014, le festival il a été importé en France et en 2014, c'était 3 villes et 20 soirées. Là, on est en 2019, le festival il a connu un grand succès, donc c'est 53 villes et pratiquement 400 soirées, il me semble. Voilà. Et ici, à Avignon, c'est la première année qu'on le fait. Au niveau international, c'est 24 pays. Le festival il est présent en Amérique, en Asie, en Afrique et en Europe. Donc c'était un grand festival. Tu peux tourner. Et si vous avez envie de partager la soirée, si elle vous plaît, sur les réseaux sociaux, on est présent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pint19. Donc voilà, des photos, des tweets, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours des participants. Donc voilà, on remercie nos partenaires, donc Ariane Group, Exitia, l'INRA qui a fait la soirée hier aussi, c'était très bien. L'Université d'Avignon, le Café des Sciences, l'association Acacia, le Balthazar, bien sûr, de nous accueillir pour la soirée. Et puis la comédienne et ambassadeur Avignon, c'est Avignon, terre de création. Donc voilà, la soirée de ce soir, donc c'est une soirée sur le thème des robots et de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des trucs de geeks ou d'êtres humains normaux? Donc on va interroger un peu la place des robots et des humanoïdes dans notre société et voir comment ils fonctionnent et aussi quelles sont leurs représentations en littérature et dans la culture populaire. Donc ce soir, je vous dis un peu le programme de la soirée. Donc on va avoir une première intervention de Pierre Jourlin, qui est maître de conf en informatique à l'Université d'Avignon, qui nous parlera de l'intelligence artificielle. Ensuite, on aura Camille Abot, qui est là-bas, qui nous parlera de la représentation des robots en littérature et au théâtre. Elle est doctorante à l'Université d'Avignon. Et puis David Perron, qui est sociologue, maître de conf en sciences de l'infocom, spécialisé dans la culture geek, et il nous parlera du coup de la culture geek. Forcément, c'est intéressant. Donc voilà, c'est fini pour la présentation. Donc je vais laisser Pierre commencer avec ce micro-là. Bonsoir. Je vais commencer par me présenter pendant que tu mets les transparents. Oui, donc j'ai mon parcours rapidement. J'ai commencé une thèse en 94. Donc c'était les débuts d'Internet, hein, c'est pour situer un petit peu la période. Donc évidemment il n'y avait pas grand-chose de commercial au niveau de l'intelligence artificielle, hein. Il n'y avait pas d'iPhone. Pas de Siri, il y avait très peu de choses. Et même les moteurs de recherche, c'était le tout début. Il y avait Alta Vista, Google n'était pas encore sorti. Ma thèse a porté sur le traitement automatique du langage naturel, donc de la parole. Donc il s'agissait d'essayer pas de comprendre, hein, mais de transcrire les mots qui sont parlés par la machine. Donc à l'époque, c'était vraiment, encore une fois, le tout début. Même nuance pour ceux qui connaissent un peu, Dragon, Dictate, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Et j'ai fait ma thèse sur la reconnaissance de la parole avec le mouvement des lèvres, en prenant la lecture du mouvement des lèvres pour compenser un petit peu les bruits qu'il y a. Vous savez, quand vous parlez dans un bar, qu'il y a du bruit autour, vous regardez l'interlocuteur pour arriver à capter un peu d'informations que vous perdez à capter sur le mouvement des lèvres.
Donc j'ai fait cette thèse, je suis parti, j'ai fait un stage de pas très long, de 3 mois, enfin 3 mois, mais après je suis revenu et j'ai continué à travailler avec eux, avec un laboratoire suisse sur la vérification d'identité basée sur le mouvement des lèvres aussi et sur la parole. Un peu avant de terminer ma thèse, je suis dû rentrer pour la terminer, mais un peu avant de terminer ma thèse, je suis parti à l'université de Cambridge pour travailler sur la recherche documentaire multimédia. Donc là, il s'agissait de travailler sur des transcriptions automatiques de la parole, donc qui sont pleines d'erreurs, parce qu'on n'est pas encore au top là-dessus. Même aujourd'hui, on a progressé, mais on est encore loin du compte. Et donc de pouvoir trouver des documents parlés, des journaux télévisés, et de pouvoir retrouver de l'information un peu comme avec aujourd'hui des moteurs de recherche textuels, mais sur des journaux télévisés. Donc ça, c'est un travail qui a duré 3 ans. Je suis rentré en 2000 et donc là, ça fait maintenant 19 ans que je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Avignon, toujours en IA, enfin ce qu'on appelle l'IA, on va en revenir là-dessus, et toujours sur le traitement automatique du langage, même si je fais d'autres applications, d'autres problématiques, mais moi je suis toujours dans le langage et dans l'informatique en même temps. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction, le parcours, si tu peux passer. Je vais pas tout passer en revue, mais simplement essayer d'éviter des débats qui peuvent paraître passionnants, mais qui sont un peu difficiles sur ce que c'est que l'intelligence. Donc nous, en intelligence artificielle, bizarrement, on prétend pas, les chercheurs prétendent pas faire de l'intelligence ou recréer de l'intelligence avec des machines. Et ça, c'est depuis 1950. Donc le garçon que vous voyez là, c'est Alan Turing. Il est considéré comme un des pères de l'informatique moderne. Et en 1950, justement, sur cet argument-là, disait l'intelligence, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Par contre, est-ce qu'on peut faire des machines qui arrivent à vous tromper là-dessus, c'est-à-dire à vous faire croire qu'elles sont intelligentes. Voilà. Et la problématique de l'intelligence artificielle, au final, c'est que ça. Donc, on ne travaille pas sur l'intelligence, mais sur est-ce que la machine est capable d'imiter un être intelligent, une pensée, d'imiter des comportements ou des techniques qui sont dites intelligentes. Bon, ça, on va le passer. Oui, je reprends une présentation que j'ai déjà faite, mais qui était peut-être un peu plus technique. Ça aussi, on va le passer. On va s'arrêter là. Donc l'intelligence artificielle dans les années où moi j'ai commencé l'informatique et j'ai commencé mes études en informatique, c'était de l'intelligence artificielle dite symbolique. Alors elle s'appuyait sur la logique. Il y a des chercheurs en mathématiques. Ça date depuis extrêmement longtemps. Enfin en tout cas dès 1870, les premiers logiciens qui commencent à avoir des théories assez bien formées. Et donc oui, on travaille sur les symboles. On travaille sur les symboles, les déductions, les inductions, les raisonnements logiques. Mais à chaque fois, c'est symbolique. On ne travaille pas sur la nature, sur des signaux observables. On travaille sur des symboles, sur des objets plutôt mathématiques. Et moi, quand je commençais ma thèse, il fallait travailler là-dessus, essayer de reconnaître la parole. Donc ça, c'est de la parole. Vous voyez 3 voyelles. Je sais pas si on voit les signes I, U et A, ouais c'est ça. Et ça c'est ce qu'on voit quand on fait une représentation avec la fréquence. On regarde les différents niveaux de fréquence. Donc les aigus c'est en haut, les graves c'est en bas, et dans l'axe horizontal c'est le temps. Et vous voyez que pour reconnaître un I, on pourrait dire c'est simple, c'est facile à décrire. On pourrait le décrire avec des symboles parce que le I, c'est une bande de fréquence au milieu, une bande en bas, alors que le U, c'est plutôt en bas, etc. Mais ça marche pas si on fait ça parce que c'est trop précis, c'est à la fois trop précis et pas assez précis. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est des algorithmes dits d'apprentissage automatique. Donc vous en entendez parler beaucoup dans la presse, dans les médias aujourd'hui. Le deep learning, il y a plein d'autres techniques que ça, mais c'est de l'apprentissage automatique. Autrement dit, c'est pas des experts qui décrivent un phénomène ou qui décrivent un mode de raisonnement, mais c'est des algorithmes qui apprennent à partir des données. Donc on va donner des I, des U et des A de plein de locuteurs différents, dans plein de contextes différents à une machine, et elle va déduire elle-même ce que c'est qu'un I, un U ou un A, avec des approches différentes. Ça peut être des statistiques, ça peut être des méthodes dites cognitivistes, c'est-à-dire des réseaux de neurones, une approximation des réseaux de neurones, c'est pas exactement ce qu'on a dans la tête. Mais en tout cas, la différence fondamentale, c'est que c'est plus un expert qui décrit de façon symbolique un phénomène, mais c'est la machine qui va extraire elle-même l'information et essayer de se comporter, d'imiter l'être humain, puisque là, on imite l'être humain qui a reconnu un I, qui a reconnu un U et qui a reconnu un A. Alors ça, c'est un exemple des symboles aux signaux, parce que
Bon, c'était une tâche très complexe. On a eu beaucoup de difficultés pour faire de la reconnaissance automatique, parce qu'il faut prendre en compte plein de choses pour arriver à reconnaître. Le son suffit pas. C'est-à-dire que même si on fait de l'apprentissage automatique, d'avoir le son suffit pas pour déterminer le phonème, le son qui a été prononcé, ou la syllabe, ou le mot. Non seulement ça suffit pas, mais regardez en fait sur cette phrase où on enlève les voyelles, c'est un exemple très connu. Hein. La première phrase, on enlève les voyelles, donc je suppose que vous arrivez quand même à lire. Donc c'est bien la preuve que le contexte, le fait qu'on connaisse les mots qu'on peut utiliser, ceux qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ait des éléments de syntaxe, qu'on ait des éléments de sémantique, de sens. D'accord ? Tout ça, c'est pris en compte, nous, quand on reconnaît la parole. Donc s'il manque des choses, quand on lit, s'il manque des choses, on arrive quand même à comprendre et on arrive quand même à lire. C'est pareil pour la deuxième phrase, c'est aussi un exemple classique où on barre le haut. Et l'autre exemple, c'était comment on arrive à déduire. Est-ce qu'on est intelligent ? Comment on arrive à apprendre une langue ? Souvent, on apprend une langue en donnant des mots à nos enfants et associant des mots à des images ou à des mouvements ou à des choses. Donc là, c'est du chinois. À votre avis, que signifie le symbole ? Ouais, et ça, c'est significatif de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est pré-câblé d'une certaine façon à reconnaître des choses, à associer à des symboles des choses intermédiaires. Parce que tout le monde a pensé que c'était un chat. Alors il se trouve que oui, c'est un chat. Je crois que ça se prononce d'ailleurs Mao ou un truc comme ça. Mais pourquoi c'est un chat ? Ça pourrait être un félin, ça pourrait être un animal, ça pourrait être une entité. Et ça pourrait même être quelque chose de conceptuel. Ça pourrait être le strabisme, par exemple. Mais inconsciemment, automatiquement, on a choisi le chat. D'accord ? La machine n'est pas comme ça, elle n'est pas configurée. Même un réseau de neurones artificiels n'est pas configuré à l'origine. Donc il aura beaucoup de mal à apprendre les langues comme nous, on les apprend. Voilà, c'était juste un exemple des problématiques qu'on peut avoir. Au niveau du temps, c'est bon ? Bon, alors ça, on va le passer. Hein. Ça, c'est la technique. Hein. J'ai pas trop le temps de rentrer dedans. Neurones artificiels, bon, on peut le voir, c'est juste pour montrer que c'est quand même pas la même chose et un peu les ordres de grandeur. Donc dans le cerveau humain, on a 100 milliards de neurones, c'est beaucoup. Sur les machines, la plupart du temps, on n'a pas autant de neurones. Mais surtout, 100 milliards de neurones, mais surtout, il y a 20 000 connexions pour chaque neurone. Donc vous imaginez le nombre de connexions qui fonctionnent dans notre cerveau. En informatique, chaque connexion, ça sera un poids, ça sera un chiffre qu'il faudra estimer, calculer pour qu'il y ait la bonne réponse à un stimuli donné, d'accord ? Pour reconnaître un A, un I, un E, il faudra trouver les bonnes valeurs, hein, et ces bonnes valeurs, ça peut être 20 000 valeurs pour chacun des 100 milliards de neurones, donc ça fait beaucoup. Et donc c'est énormément de calcul qui est utilisé dans ces techniques-là. Donc là, c'est rapidement le deep learning, parce qu'on en parle beaucoup aussi aujourd'hui. C'est simplement mais c'est une technique qui est assez ancienne. Hein, ça date des années. Enfin, les perceptrons, les réseaux de neurones artificiels, ça date des années 60, hein, comme toutes les techniques d'IA. Simplement, avec l'augmentation de la puissance de calcul, on a pu faire des choses plus complexes et donc, par exemple, de faire plusieurs couches comme ça, avec différents niveaux d'abstraction pour reconnaître des images. Donc, on imagine bien les visages avec les contrastes des visages, mais après peut-être des choses qui ressemblent plus à des informations symboliques de type portrait robot, le nez est allongé, le menton est comme ci, comme ça. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître des images par des machines, à faire reconnaître des images par des machines. Oui, alors simplement, la problématique de ça, c'est que la machine n'est toujours pas intelligente, elle fait semblant, elle essaie d'imiter un comportement. Et donc, je donnais un exemple sur les champignons. Si vous voulez faire un système qui reconnaisse automatiquement, qui fasse automatiquement la différence entre des cèpes, alors je sais plus, c'est des bolets, c'est une espèce de bolet, s'il y en a qui connaissent, pourront me le dire après. Bolet rouge, ouais. Et si on veut faire un système qui reconnaît, qui fait la différence entre ces deux formes de champignons, il va de soi qu'il va falloir lui présenter les deux formes de champignons, des milliers d'images, parce que les champignons peuvent être vus par-dessus, de côté, il peut y avoir de l'ombre, ils peuvent être vieux, ils peuvent être jeunes. Il y a énormément de variations sur les images, et donc il va falloir fournir au système des milliers ou des millions d'images avec la réponse qu'il doit donner. D'accord, c'est comme ça qu'on va réussir à faire la chose. Mais dans tous les cas, il y a un risque d'erreur parce que dans tous les cas, là aujourd'hui, il y a des champignons qui sont en train de pousser et que le système n'a pas vu. D'accord ? Donc si on n'a pas assez de données, de données à la machine, elle va se tromper. On va passer à la suite. On va passer aussi.
Oui, alors dans ces types de systèmes, il y a de gros ratés, puisque vous avez compris que c'est les données qui dirigent la machine. Hein. Elle essaie d'imiter ce que vous répondez à des choses. L'exemple de Tay Microsoft, donc je vais dire rapidement, hein, c'est un exemple d'agent conversationnel. Donc c'est une machine qui fait semblant de dialoguer avec vous. Et c'est Microsoft qui a mis ça en ligne, qui a été pris d'assaut par des groupes d'extrême droite très durs aux États-Unis, et qui ont donc appris à Tay à être horriblement raciste et horriblement sexiste. Donc ça a été un gros scandale. Un autre exemple, bon, enfin, il y a plein d'exemples, je vais pas tout donner, mais typiquement, le système imitant les données, et les données étant produites par l'homme, le système reproduit les erreurs de l'homme et essentiellement, et pour beaucoup, des discriminations, des choses qui sont... voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir quand on va étiqueter les données ou quand on va les sélectionner. Ouais, alors ouais, on pourrait terminer là-dessus. C'était une pub dans le Guardian il y a très longtemps, 86. Oui, peut-être si ça passe. C'est grave. C'est grave, ça passe. Non, c'est pas grave. Alors pourquoi je mettais cette vidéo à la fin, alors je peux peut-être mettre le dernier transparent. C'est pour illustrer cette question-là. C'est qu'on a des techniques en intelligence artificielle qui sont quand même utiles. Si elles sont là, c'est aussi parce que ça nous évite de faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle un peu partout. Vous n'avez pas, par exemple, en comptabilité, vous n'avez pas forcément envie de passer votre vie à noter, à taper sur un clavier ce que vous lisez sur des tickets de resto, des notes ou des choses comme ça. Si c'est une intelligence artificielle qui le fait, c'est très bien. Mais pour autant, il faut quand même se méfier. Donc dans la vidéo, vous voyez que c'est vraiment facile de faire fonctionner un préjugé. Hein. On est fait comme ça. On a je crois à peu près 120 biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs, une centaine de biais cognitifs, c'est-à-dire des choses qui sont pas justifiables. On fonctionne comme ça, on a des préjugés. Bon, et faut pas s'imaginer que la machine n'en a pas. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parce que c'est un ordinateur, il fait pas d'erreur, la machine fait pas d'erreur. Elle ne fait pas d'erreur quand il s'agit de calcul mathématique. Mais quand il s'agit de reproduire une décision, quand il s'agit de reproduire un comportement humain, c'est très compliqué. Et sur la vidéo, ce que nous on peut faire, c'est se remettre en question. Hein. La machine ne se remettra pas en question. Elle a été programmée jusque-là. Hein. Elle a été programmée pour répondre à un stimuli. Elle continuera à répondre à un stimuli. Et elle répondra de la façon pour laquelle on lui a enseigné. Soit par la programmation, donc avec l'intelligence artificielle dite symbolique, soit par l'apprentissage automatique. Mais cette fois-ci, on lui a appris avec des données. Voilà. Et donc, tout ça pour dire en conclusion que c'est un outil super intéressant hein, pour éviter de faire des tâches répétitives, des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Il faut pour autant s'en méfier parce que vous voyez, hein, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est pas une jambe artificielle. Voilà, une jambe artificielle vous permet de marcher, une intelligence artificielle vous permettra pas de penser. Hein. Voilà. Hop. Du coup, merci. On a prévu de faire un petit test de Turing ensemble pour faire la démonstration de ce que Pierre nous a expliqué tout à l'heure. Donc, j'appelle mes deux humanoïdes, s'il vous plaît. Donc, ok, super. Donc là, on a Mathilde et Célia. Elles vont toutes les deux se mettre ici avec leur smartphone. Et vous pouvez vous mettre là. Oui, vas-y. J'explique. Et du coup, il y en a une des deux qui est équipée d'un
d'un agent conversationnel, donc c'est-à-dire ça peut être Siri ou Google ou peu importe, c'est pas important, et l'autre en fait qui est un vrai humain et qui va répondre aux questions. Donc là le but c'est on va leur poser des questions, donc je vais poser la première question pour vous montrer l'exemple, et ensuite on vous a demandé tout à l'heure d'écrire des petites questions sur des papiers, donc on va poser ensuite d'autres questions, et à la fin vous devez deviner qui est l'humain, qui est le robot. Donc là, on sait pas, on se dit que c'est les deux les robots. Donc ma première question, c'est quelle est la capitale de la Belgique, s'il vous plaît? Donc en fait, elles vont taper sur leur smartphone la question et puis elles vont nous répondre la réponse. Si vous avez une réponse, je vous écoute. Bruxelles. Très bien. Pour la Belgique, la capitale est Bruxelles. Ok. Celui-là? Vas-y. Est-ce que ça marche? Non. Vas-y. Allô? Ah oui, c'est mieux. Pour la Belgique, la capitale est Bruxelles. Ça, c'est quoi? Celui-là, c'est le mien. Ok, c'est bon? Ok, super. Ma deuxième question est, quel était le prénom du roi Soleil? Si vous avez la réponse, je vous écoute. Louis Dieudonné. Louis Dieudonné. Très bien. D'après mes recherches, la réponse est Louis. D'accord. Quand allez-vous mourir? T'écoutes? Je ne sais pas comment répondre à cela. Je ne sais pas, cela dépend de mon hygiène de vie. Ok. Une petite dernière. L'amour est-il quantifiable? Vas-y, t'écoutes? Je ne sais pas quoi répondre à cela. Mais comment mesurer l'amour finalement? Non, mesurer l'amour. Pierre, si tu as envie de faire une petite question. Quelle est la différence entre un chat? Veux-tu dire quelle est la différence entre un homme et un chat? Voici ce que j'ai trouvé. Bah, je pense que c'est assez concluant. Du coup, qui pense que Célia, qui est à gauche, est le robot? Ah oui, mais alors moi c'est ma droite et moi oui. Voilà. Célia, voilà. Est-ce que Célia est le robot? Du coup, qui pense que Mathilde est le robot? Ok. Du coup, c'est Célia qui gagne. Est-ce que tu étais le robot? Oui. Oui, j'étais Siri. T'étais le robot? Oui, c'est bon. Et moi j'ai complètement, enfin bon, pas tout à fait inventé les réponses, mais si. Donc ça nous montre bien en fait que c'est Siri que tu avais, oui, que Siri donne quand même des réponses relativement... Il n'a pas aimé la dernière question, quoi. Ouais. Non, mais un vrai test de Turing, c'est évidemment fait dans des conditions expérimentales un peu plus, un peu moins détendues. Mais ceci étant, les agents conversationnels ne peuvent pas passer, ne réussissent pas le test de Turing, un test de Turing sérieux. Après, vous en verrez plein dans les médias des tests de Turing, des expériences où on dit qu'ils ont réussi, mais bon. Il faut regarder les conditions expérimentales. Ouais, l'agent conversationnel peut faire plein de choses. Ce qu'ils ont du mal à faire, et pourtant aujourd'hui on est capable de le faire, c'est de comprendre qu'une phrase n'est pas finie.
une phrase est syntaxiquement incorrecte parce qu'il manque quelque chose. Donc différence entre un chat, aujourd'hui les chercheurs peuvent faire des systèmes qui trouvent, qui extraient la syntaxe et qui trouvent qu'il y a un problème. Mais par exemple dans des choses plus difficiles encore, c'est si vous demandez à un enfant de 3 ans, est-ce que si je sors de la pièce, ma tête sort avec moi? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois que je suis sorti de la pièce, j'ai encore ma tête et mes bras? L'enfant vous dira, ben oui, évidemment. Une machine peut pas, parce qu'elle n'a pas la conscience de ce que c'est. Elle n'a pas, comme j'expliquais, il n'y a pas la configuration, le câblage qu'on a nous quand on est. La machine l'a pas. Elle apprend tout sans préjugés, sauf ceux qu'on lui donne. Mais du coup, elle peut pas prévoir des choses qui nous paraissent à nous évidentes. Merci beaucoup. On peut faire une petite pause si vous voulez aller vous ravitailler, prendre un petit verre et prendre l'air. Et puis, on reprendra dans 15 minutes, carrément. Avec 10 minutes. Allez, 10 minutes.